Un garçon appelé Alexandre vivait avec son père. Leur vie n'était ni riche ni luxueuse, ils ne se livraient pas à des extravagances et ne se baignaient pas dans l'or. Au contraire, ils menaient une vie très simple. Après tout, ils n'étaient que tous les deux, un père et son fils qui profitaient simplement de chaque jour et de chaque instant ensemble. Ils n'avaient besoin de l'aide de personne, car ils n'avaient que l'un pour l'autre. Selon le pronostic des médecins de la clinique, Fabio serait confiné à un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Il avait subi une grave fracture de la colonne vertébrale à la suite d'un incident malheureux. Il y avait une chance de guérison, mais elle était mince. Alexandre ne se plaignait pas de sa vie, malheureusement, il avait perdu sa mère pour toujours, décédée dans un accident de voiture, après quoi son père avait perdu la capacité de marcher. Fabio et Alexandre avaient d'autres parents, bien sûr, mais ils n'en avaient pas besoin. Les circonstances malheureuses ont fait qu'ils n'ont pas été désirés par tout le monde. Le père et le fils ne communiquent pratiquement pas avec leur famille, en fait, ils ne le font jamais. Il n'y avait donc aucune raison d'attendre leur aide. Fabio et Alexandre n'ont pas demandé, et personne ne leur a rappelé. C'était la norme. Ils n'avaient pas d'autres parents, pour ainsi dire, ils étaient tous vivants, mais ils ne communiquaient pas. Certains reprochaient au mari la mort de sa femme, d'autres pensaient qu'ils n'avaient jamais formé un bon couple. Ces désaccords ont fini par conduire à l'isolement, éloignant les nouveaux arrivants du cercle familial. Parmi tous les membres de la famille, il n'y avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Que pouvaient-ils faire? Ils ont dû se débrouiller seuls. Les parents de Clara, la défunte épouse de Fabio et mère d'Alexandre, croyaient dur comme fer que Fabio était responsable de sa mort. Lui seul, personne d'autre. Peu importe qu'il ne soit pas coupable, qu'il ait profondément souffert de cet événement tragique, peu importe que Fabio soit resté seul avec un enfant, noyé dans une tristesse et une noirceur infinie. Ils étaient indifférents au fait qu'il soit devenu handicapé et qu'il ait perdu la capacité de marcher. Ils ne se souciaient pas non plus des conditions dans lesquelles ils devaient vivre tous les deux. Ils n'ont jamais aimé cet homme, même lorsque leur fille était en vie. Des reproches constants, des remarques éloquentes et mécontentes, des accusations et des questions sans fondement. Pourquoi as-tu décidé de lier ta vie à lui, ma chérie? Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Est-ce là la vie que tu veux? Manger des conserves ou des restes au bout du monde et regretter ton choix jusqu'à la fin de tes jours? Quand allez-vous divorcer? Comment peux-tu l'épouser en cachette de nous? Pourquoi gâches-tu sa vie et la nôtre? Les gens nous regardent de travers, tout le monde pense que nous ne t'aimons pas. Est-ce que nous t'avons élevé pour un tel mariage? Nous avons toujours voulu que tu épouses un riche noble. Les parents de la défunte étaient en effet riches et avaient donc de nombreuses amitiés avec des personnes nobles et belles qui, bien sûr, ne pouvaient être comparées à Fabio. Mais la plupart d'entre eux n'étaient qu'une jolie coquille avec un cœur vide. Mais Clara était loin de cela. Son âme était pleine et paisible, elle n'a jamais méprisé personne et n'a jamais aimé se faire des amis. Lorsqu'elle vivait dans la maison de ses parents, elle n'avait qu'une seule amie qui ressemblait beaucoup à Clara. Elle aussi traitait tout le monde sur un pied d'égalité, sans arrogance. Quant à Fabio, il était loin d'être laid, au contraire, c'était un homme très séduisant. Mais il y a une chose qui dérange ses parents arrogants, il n'est pas riche. Les parents de Clara ne pouvaient pas accepter que leur fille aime un homme avec un salaire moyen, sans fortune propre, sans études supérieures et sans base solide. Et lorsque Clara tombe enceinte, un énorme scandale éclate, à tel point que la pauvre fille manque d'avorter. Demain, tu vas te faire avorter, dit calmement la mère de la jeune fille en buvant une gorgée de café comme si de rien n'était. Maman, tu es folle, s'exclame la jeune fille. Je pense que ce n'est pas ton problème. Ne sois pas impoli avec ta mère et fais ce qu'on te dit le père en haussant un peu le ton. Vous vous entendez? Voulez-vous que je tue mon propre fils, s'écrie Clara. Tuer votre petit-fils? Premièrement, ma chère, baissez d'un ton, et deuxièmement, ce n'est pas encore un enfant. Ce n'est qu'un amas de cellules, c'est tout, s'exclame le père. Du moins pour l'instant. Dieu nous préserve qu'elle commence à se développer. Clara, depuis quand es-tu devenue comme ça? La voix de maman était pleine de mépris. Qu'est-ce que tu veux dire, maman, s'écrie Clara. Quand as-tu commencé à aimer une vie aussi misérable et pauvre, crache la femme entre ses dents. J'aime sincèrement quelqu'un. Dois-je être puni pour cela? N'ai-je pas le droit d'avoir des sentiments pour toi? Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme lui, s'écrie Fabio. C'est notre fils. C'est notre décision. Et notre avenir. Il serre sa femme dans ses bras. C'est notre maison et notre vie.
Clara ne doit pas être stressée, alors je vous demande de partir maintenant. Voici le marché, nous n'accepterons pas cet enfant. Soit vous avortez, soit vous ne vous présentez jamais à notre porte avec lui. Je le jetterai par la fenêtre du 2e étage. Qu'est-ce que ça veut dire, le jeter par la fenêtre? Tu es sérieuse? Qu'est-ce que Fabio et le bébé à naître t'ont fait? Et maintenant, c'est nous les méchants? Nous t'avons donné la vie, nous t'avons élevé pendant tout ce temps, nous avons mis tous nos efforts en toi, nous t'avons donné tout ce que nous avions, et pourquoi? Comment nous remercier? Pourquoi dois-je toujours tout faire à ta façon? Dans votre maison, je n'ai jamais eu mon mot à dire. Vous êtes des tyrans, pas des gens. Il est impossible de vivre avec vous, on ne peut qu'exister et avoir peur de respirer. Peut-être, mais nous vous aimons. Croyez-moi, un jour vous vous en rendrez compte, mais il sera trop tard. Trop tard, s'écrie le père, nous voulons simplement te protéger des erreurs. Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Sors de là, a crié Clara. Sors. Elle s'est libérée de l'étreinte de Fabio et s'est effondrée, hystérique. Pleure, pleure. Peut-être que tu vas faire une fausse couche. Clara est paralysée. Elle essaie de comprendre si tout cela est réel. Ses parents voulaient-ils vraiment qu'elle avorte? Non, c'était une erreur. Son père n'a pas pu dire cela. Il pouvait parler d'un avortement programmé, mais d'une fausse couche? Une situation dans laquelle sa fille se vide de son sang sans qu'il ne puisse rien y faire? Malheureusement, Clara n'avait pas mal entendu. Son père avait vraiment dit cela. Cependant, elle remarqua immédiatement la peur dans ses yeux. Peut-être s'est-il rendu compte instantanément de son erreur. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il était allé trop loin, mais il ne s'est pas excusé. Je m'en vais. Restez ici, mes chéris. Son père a claqué la porte de la maison, ne laissant derrière lui que de la colère, de la nostalgie, du ressentiment et du dégoût. C'était terrible d'être là maintenant. Clara tomba à genoux et se mit à pleurer plus fort que jamais. Fabio l'a réconfortée pendant un long moment ce jour-là. Heureusement, l'enfant n'a pas été blessé cette nuit-là, elle a survécu. Mais il y eut de longues larmes amères, une hystérie sans fin et la douloureuse prise de conscience qu'il s'agissait bien de ses parents. Les parents de Fabio étaient également opposés à un tel mariage, en particulier son père, qui a toujours dit de Clara qu'elle n'était pas une belle-fille convenable. De plus, Fabio a 7 ans de plus que Clara, ce qui déplaît particulièrement à son père. Étonnamment, les parents de Clara ne se souciaient pas de ce facteur, mais uniquement de l'argent qu'il avait en poche. Elle vient d'une famille très riche. Avez-vous vu ses parents? Tu as vu comment ils se comportent, comment ils traitent les gens comme nous, disait constamment le père de Fabio à son fils. Tu n'as vraiment pas besoin de gens comme eux. Ces gens-là sont souvent pourris de l'intérieur, ce sont de vrais hypocrites. Je vous le dis, n'amenez pas leur fils ici. Nous ne l'accepterons jamais. Je ne sais pas pour ta mère, mais ne viens plus me voir. Désormais, je n'ai plus de fils. C'est comme si je n'en avais jamais eu. 10 ans se sont écoulés depuis. Alexandre a 5 ans lorsque sa mère meurt. Il a été profondément affecté par cette mort. Il s'est rendu compte que désormais, il n'entendrait plus sa chère voix éternelle, qu'il ne la prendrait plus dans ses bras et qu'il ne lui donnerait plus de dessins pleins d'amour. Elle ne lui raconterait plus jamais d'histoire pour s'endormir et ne lui donnerait plus jamais de bons petits plats. Tout a disparu en un jour et s'est transformé en poussière, ne laissant que de brefs souvenirs qui resteront à jamais dans le beau passé. Cet accident a profondément affecté la vie du garçon, mais il a toujours admiré son père, qui, confiné dans un fauteuil roulant, continuait à profiter de la vie et à faire face à toutes les adversités. Le garçon en bonne santé n'avait donc aucune raison d'être triste. Ils avaient un toit, de la nourriture, des vêtements. Le reste viendrait avec le temps. À 9 ans, le garçon n'était même pas un adolescent. Alexandre ne voyait presque jamais les parents de Clara. Pour lui, c'était mieux ainsi. On ne sait pas combien de saletés indésirables ont pu être déversées sur le pauvre enfant, juste pour avoir osé naître. Bientôt, ce serait son anniversaire tant attendu, une date ronde appelée 10 ans. Une grande joie pour Alexandre et encore plus pour son père. Fabio aimait beaucoup son fils et se réjouissait de toutes les joies de l'enfant. Parfois, la vie était difficile pour tous les deux, parfois il n'y avait pas assez d'argent, parfois il n'y avait pas assez de nourriture. Ils vivaient bien, en parfaite harmonie, dans l'amour familial et la compréhension mutuelle. L'amour familial et la compréhension mutuelle ont toujours été présents entre eux. Ils se disputaient rarement,
et s'il le faisait, c'était pour des choses insignifiantes. Il n'avait pas toujours assez d'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements ou de bons appareils électroménagers, et leur appartement avait besoin de réparation. Mais c'était ainsi. Il devait rembourser le prêt que Fabio avait contracté pour organiser les funérailles de Clara. Avec sa pension d'invalidité et ses revenus modestes, Fabio tirait ses revenus d'un emploi. Il avait sa propre petite entreprise. Le fauteuil roulant ne le gênait en rien. Il excellait dans l'art de réparer les chaussures, de les remettre en état et de les rendre à des clients satisfaits, dont la plupart étaient reconnaissants au cordonnier pour ses mains d'or. Alexandre ne s'est jamais plaint de sa vie. Oui, elle était parfois difficile, et oui, il avait perdu sa mère très tôt, mais après tout, cela pouvait toujours être pire. Il n'éprouvait aucune honte face à la maladie de son père, car il savait qu'il tenait bon. Fabio n'a jamais désespéré, même si la perte l'a parfois profondément attristé. Il lui restait une part de son amour, son fils Alexandre. Fabio aimait dire à son fils que tout arrive au bon moment. Tôt ou tard, tout arrive, mon fils. Il faut juste du temps. Après avoir remboursé le prêt, les choses seront beaucoup plus faciles, et ils pourront enfin économiser de l'argent pour l'opération qui devrait remettre Fabio sur pied. Papa, je suis sûr que tu remarcheras. C'est sûr que ça va arriver, dit Alexandre à son père un matin. Le garçon était encore très jeune, mais parfois il semblait être un adulte, avec des mots, des pensées et des réflexions qui ne correspondaient pas à son âge. Bien sûr, mon fils. Je me lèverai, nous jouerons au football ensemble, nous ferons des promenades quotidiennes et nous irons pêcher le matin. Tout ira bien. Il suffit d'y croire et, bien sûr, de courir le matin, sourit Fabio, il fait un temps magnifique aujourd'hui. En effet, répond Fabio en regardant par la fenêtre, le soleil brille et les oiseaux chantent. En écoutant le chant joyeux des oiseaux, Alexandre a envie de dire quelque chose. Il y pensait depuis plusieurs nuits et avait finalement pris sa décision, comme le font les adultes, de manière décisive et irrévocable. Papa, dit le garçon, j'ai une idée. J'ai une idée. Fabio était déjà intéressé. Il tourne complètement son fauteuil roulant vers son fils. J'y pense depuis quelques jours. Parfois, la nuit, avant de m'endormir, j'imaginais quelque chose. Je l'imaginais et je me sentais heureux. Et qu'est-ce que c'est, demande l'homme avec impatience. Eh bien, comment réagirais-tu si je commençais à t'aider? En quoi, mon fils? Tu te débrouilles déjà très bien, tu aides à la maison, tu m'aides. Je veux dire autre chose. Je veux trouver un autre travail. Fabio est un peu surpris. Il ne s'attendait certainement pas à entendre une telle chose de la bouche de son jeune fils, un matin chaud et régulier. Il s'est peut-être demandé à quel moment son fils était devenu aussi adulte. Il n'avait que 9 ans et pensait déjà à un emploi à temps partiel. Ce n'est pas l'enfance qu'un garçon devrait avoir. Fiston, tu es sûr? Je pense que oui, papa. Je suis sûr, répond Alexandre avec détermination. Ce n'est pas nécessaire, dit son père calmement. Tu m'as vraiment surpris, Alexandre. Pas seulement un peu, mais beaucoup. Tu m'as beaucoup surpris. Le garçon se mit à rire. J'y ai pensé. Si je trouve un autre travail, nous aurons un peu plus d'argent, et cela signifie que tu pourras marcher encore plus vite. Marcher à nouveau tout seul. C'est pas génial? Quel genre de choses un petit garçon doit-il penser à travailler? À l'âge de 9 ans? Ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être comme ça, se souvient Fabio à peu près au même âge. La détermination dont il faisait preuve à l'époque était clairement différente de celle de son fils. L'homme en est stupéfait. Il n'arrive pas à croire que son petit garçon soit devenu aussi responsable. Bien sûr, mon fils, tu as beaucoup grandi. C'est merveilleux. Viens ici, je vais te serrer dans mes bras. Alexandre serre son père dans ses bras, mais celui-ci lui dit, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Tu es encore très jeune et tu devrais profiter de ta vie et de ton enfance. Tu ne retrouveras jamais cette phase. Papa, je ne vais pas travailler beaucoup, juste un peu, et ça m'aidera beaucoup. D'accord. As-tu des projets pour l'endroit où tu veux aller ou ce que tu veux faire? Oui, mais je le saurai demain. Ce sera ma petite surprise, sourit encore Alexandre. D'accord, mon fils. J'attendrai demain. Le lendemain, le garçon arrive à la maison juste avant le déjeuner. Alexandre, le déjeuner est prêt, crie son père depuis la cuisine.
va te laver les mains et viens directement à table. Mais Alexandre, sans se laver les mains, entre directement dans la cuisine, tout excité. Bonjour papa, dit-il en serrant son père dans ses bras, tu t'es lavé les mains? Attends, répond Alexandre. J'ai appris que le pont central de notre ville est en train d'être réparé. Oui, je l'ai entendu aussi, ou je l'ai lu dans le journal. Est-ce que j'ai bien compris que vous vouliez y travailler? Oui, ce serait bien s'il n'y avait pas de charges lourdes, dit son père à contre-séhur. J'ai vu que la route était en train d'être réparée par zone, de sorte que la circulation est réduite à une seule voie sur le pont, ce qui provoque des embouteillages constants. J'ai demandé à l'un des ouvriers s'ils avaient besoin d'aide. Il m'a regardé bizarrement et m'a emmené voir son patron, qui m'a proposé un emploi. Et qu'allez-vous faire? Je nettoierai les vitres des voitures qui passent sur le pont. On me donnera des produits de nettoyage, des gants et un chiffon. Oh, c'est super, répond son père, j'espère que ce ne sera pas pour longtemps. Pas du tout. Je peux nettoyer autant de voitures que tu veux, mon petit nettoyeur. Viens ici, lui dit son père en le serrant encore une fois dans ses bras. Enfin, Alexandre alla se laver les mains et ils commencèrent le délicieux repas. Le lendemain matin, le garçon prit rapidement son petit déjeuner, souhaita une bonne journée à son père et partit pour son premier travail. Là, on lui donne un chiffon et une solution de nettoyage et il commence ses nouvelles tâches avec enthousiasme. Le frêle Alexandre, dans ses vêtements usés, a immédiatement suscité la sympathie des chauffeurs et, dès son premier jour, il a réussi à gagner une somme décente. Malgré sa grande taille, sa maigreur est encore plus évidente. Il ne semble pas souffrir d'anorexie, mais son poids est nettement inférieur de quelques kilos. Les jours suivants, la situation est restée inchangée. Les chauffeurs, en particulier, étaient très généreux et payaient beaucoup plus pour nettoyer les vitres. Parfois, le garçon cherchait spécifiquement des conductrices dans la foule. Et il y en avait beaucoup. Environ 2 semaines se sont écoulées et de nombreux chauffeurs ont eu pitié du garçon. Un jour, il rencontra une jeune femme très gentille, d'environ 30 ans. Elle sentait agréablement la vanillée, à la fin de son travail, elle offrit des friandises au garçon et lui laissa une somme d'argent substantielle. Comme d'habitude, Alexandre commença son travail et ils commencèrent à discuter. Le garçon sent l'espoir d'un avenir radieux renaître dans son âme. Si jeune et déjà au travail, s'étonne la femme. Oui, j'aime beaucoup ce travail, répond Alexandre avec joie. Ce n'est pas difficile du tout. Mais pourquoi travaillez-vous si jeune? Quel âge as-tu? Je vais bientôt avoir 10 ans, répond fièrement le garçon. Ah, un anniversaire important. Ce sera une fête, dit-elle en souriant. Oui, tu as raison. C'est merveilleux, s'exclame-t-elle. Mais pour quelle raison? La raison est simple, dit le garçon. Je veux juste aider mon père à se remettre sur pied. Le visage de la femme s'est immédiatement assombri. Elle se sentait désolée pour le garçon, attristée par le fait que l'enfant voulait sincèrement aider son père de toutes les manières possibles et que les circonstances de la vie l'avaient forcé à travailler à l'âge de 9 ans. Personne d'autre ne t'aide, demanda-t-elle doucement. Non, répond le garçon avec regret. Dans notre famille, nos proches ne semblent pas avoir besoin de nous. Je ne sais pas pourquoi. Mon père et moi ne leur avons jamais souhaité de mal, mais ils ne nous aiment toujours pas. Je ne sais même pas s'ils nous ont jamais aimés. Que de tristes choses tu me racontes, petit nettoyeur. Mais je pense que leurs actions sont injustifiées, et toi et ton père êtes vraiment de bonnes personnes. Sois en sûr. Tu y arriveras. Tous les enfants de ton âge ne sont pas prêts à prendre une décision consciente comme un véritable adulte. Je suis très fier de toi, même si c'est la première fois que je te vois. Merci beaucoup, dit Alexandre en rougissant. Ça fait plaisir d'entendre ces mots. Comment t'appelles-tu? Carla. Et le vôtre? Alexandre. Alexandre, c'est un joli prénom. Tiens, j'ai encore des bonbons et ça. Carla a tendu au garçon d'autres billets. Oh, tu as payé si cher. Tu n'aurais peut-être pas dû faire ça. Pour une bonne personne, rien n'est trop cher, dit la femme. Le garçon la remercie à nouveau. Non, merci. Vous avez si bien nettoyé les vitres. Elles sont étincelantes et impeccables. J'ai fait de mon mieux. Je passerai plus souvent. Tu sais, tous les adultes ne sont pas aussi assidus dans leur travail, et je sens que tu as un grand avenir devant toi. Alexandre, as-tu un rêve? Pour l'instant, un seul, que mon père remarche.
croyais toujours au miracle, Alexandre, et cela arrivera certainement. Peut-être très bientôt. Je l'espère. Je l'espère vraiment. Les gens comme toi voient souvent leurs rêves se réaliser, dit Carla. Tout s'arrangera. Je vous remercie. Tu sais, je vais te dire autre chose. Quand j'étais petite, à peu près à ton âge, j'avais aussi un rêve personnel. Peut-être pas aussi grand que le vôtre, mais je croyais sincèrement qu'un jour il se réaliserait. Chaque jour, je me disais qu'aujourd'hui, il se réaliserait. Environ un mois s'est écoulé et j'ai même commencé à penser que cela n'arriverait jamais. Mais soudain, de manière totalement inattendue, alors que je ne pensais pas à mon rêve, il s'est réalisé. Ainsi, lorsque vous pensez à autre chose, ce rêve peut se réaliser. Je ne vous dis pas d'arrêter de croire au miracle. Mais ne t'y attarde pas trop. Les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Ce jour-là, en rentrant chez moi, mes pensées étaient loin de ce rêve. Je pensais à un garçon que j'aimais bien, termine Carla. C'est encore mieux, à mon avis. Quand on ne s'y attend pas et que ça arrive tout seul, acquiesce Alexandre. Bien sûr, petit nettoyeur, la joie est 2 fois plus grande et les émotions encore plus fortes. J'ai compris. Maintenant, je vais moins m'y attarder et peut-être que ça arrivera sans que je m'en doute. Oui, tu as raison, acquiesce la femme. Alors, quel était ton rêve, demanda le garçon. Si ce n'est pas un secret, bien sûr. Je rêvais d'avoir un animal de compagnie. Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai vu un chaton blanc et duveteux, comme je l'avais rêvé, dit Carla. Et maintenant, je dois y aller, a-t-elle ajouté. À plus tard, Carla. À tout à l'heure, Alexandre, a répondu Carla en souriant et en faisant un signe de la main. J'espère que nous nous reverrons. Un sentiment de sérénité et de confiance totale émanait de l'inconnu. Sa proximité est à la fois étrange et réconfortante. Grâce à cette rencontre, Alexandre croit à nouveau que son père va remarcher. Le garçon croit fermement à ce rêve, mais il n'y pense pas tout le temps. Il sait que cela arrivera, mais il ne sait pas exactement quand. Après avoir fini de nettoyer les vitres de la voiture comme d'habitude, le garçon est allé jouer avec ses amis. Alexandre avait 2 amis et aimait passer son temps libre avec eux. Son emploi à temps partiel n'interfère jamais avec ses activités personnelles. Il avait toujours le temps d'étudier, de se promener et de passer du temps avec son père. Alexandre était libre, il pouvait aller nettoyer les vitres ou non, il n'était pas obligé d'être là. Très jeune, lorsqu'il est allé travailler, il n'y a pas eu de contrainte de temps. Il travaillait simplement aussi longtemps qu'il le pouvait. 2 semaines passèrent. L'argent s'accumule lentement, ce qui rend le garçon heureux. De plus, son anniversaire, sa fête la plus chère, approchait. Le lundi 3, le garçon décida de se rendre à nouveau à son travail à temps partiel. Son père, comme toujours, lui souhaite une bonne journée et lui rappelle de ne pas se surcharger. Alexandre serra son père dans ses bras et quitta la maison. Étonnamment, il y avait peu de voitures sur le pont aujourd'hui, même si c'était un jour ouvrable. Après avoir fini de nettoyer une autre fenêtre et reçu son paiement, le garçon vit ses amis s'approcher. Alexandre, crie Yuri. Ah, bonjour Yuri, salue joyeusement son ami, nous sommes venus te chercher. Allons nous promener, dit Yuri. Oui, nous avons quelque chose à te montrer, dit le deuxième ami, qui s'appelle Polo. Et qu'est-ce que c'est, demanda Alexandre, maintenant complètement curieux. Avez-vous trouvé une autre grenouille? Non, quelle grenouille? C'est beaucoup plus intéressant, dit Yuri. Eh bien, dis-moi tout de suite. Est-ce que je meurs de curiosité ou dois-je deviner par moi-même? Ils ont enfin ouvert ce magasin dans le centre-ville, s'exclame Yuri. Celui-là, s'exclame le garçon. Vous plaisantez. Pourquoi plaisanter à ce sujet? Il parlait d'un magasin d'antiquités que les 3 amis étaient impatients de voir ouvrir. Ils pourraient y découvrir de nombreux artefacts et des choses intéressantes du passé. Oui, il a ouvert il y a 1 heure. Quoi? Et tu ne me le dis que maintenant? Tu ne te rends pas compte de la vitesse à laquelle nous avons couru, dit Polo. Dépêchons-nous, dit Alexandre. Mais arrêtons-nous au magasin en chemin pour manger quelque chose. Il fait une chaleur insupportable aujourd'hui, dit Polo. Le soleil est brûlant. Oui, allons-y, dit Alexandre. En entrant dans le magasin sur le chemin, les garçons achetèrent une bouteille de soda sucré et partirent. Je me demande ce qu'on va trouver dans ce magasin, demanda Polo.
Je ne sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir, répond Yuri. Alexandre, tu es sûr de pouvoir quitter ton travail à temps partiel comme ça? Bien sûr. Nous irons ensemble au magasin et je reviendrai. Il ne se passera rien à cause de ça. Bien, dit Polo. Il te paie bien là-bas, demande Yuri. Suffisamment, répond Alexandre, tandis qu'il traverse la rue jusqu'au prochain pâté de maison. Alexandre décide de boire une gorgée de la savoureuse boisson, mais il y a un petit accident, le liquide se répand sur sa chemise. Je l'ai lavé hier, quelle malchance, dit Alexandre. Et la tâche n'est pas petite, remarque Yuri en regardant le tissu. Tu devrais peut-être rentrer chez toi en vitesse. Non, c'est bon. Je veux aller au magasin tout de suite, répond le garçon. Mais ce n'est pas tout. Non seulement la tache est grande, mais elle teinte le tissu de la couleur de la boisson gazeuse et la chemise commence à coller à la peau d'Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? S'exclame Polo. Une guêpe tenace s'est mise à voler autour d'Alexandre et ne veut pas le laisser tranquille. On dirait qu'il faut vraiment que tu rentres chez toi, dit Yuri. Oui, et change de chemise, sinon les guêpes ne te laisseront pas tranquille, acquiesce Polo. Ah, il y a aussi une abeille, s'écrie Alexandre. D'accord, d'accord. Je vais rentrer chez moi et changer de chemise, dit Alexandre. D'accord, on t'attendra à la boutique, répond Yuri. Mais fais vite. Bien sûr, je ferai vite, dit Alexandre. Le garçon rentra chez lui en courant et les guêpes et les abeilles cessèrent enfin de l'importuner, mais il était toujours désagréable d'être coincé dans une chemise collante et inconfortable. Lorsqu'il arriva dans la rue où se trouvait sa maison, Alexandre vit quelque chose d'inhabituel, une voiture noire très chère était garée juste à côté de la porte arrière de la maison où il vivait avec son père. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y a-t-il une voiture ici, et de surcroît une voiture de luxe? Le garçon a rarement vu de telles voitures dans sa jeune vie. La plupart d'entre elles apparaissaient dans diverses publicités à la télévision. Bien sûr, certains de ses voisins vivaient dans l'opulence, mais même ne pouvaient pas s'offrir une voiture de ce niveau. Elle était trop sophistiquée. La voiture était extrêmement sophistiquée, sans la moindre tache sur les vitres qui reflétaient la lumière. Le véhicule semblait aussi propre et neuf que s'il venait de sortir de chez le concessionnaire. Au moment où le garçon décide de s'arrêter, la portière de la voiture commence à s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Murmure le garçon. Est-ce que je rêve? Il se pince. C'est bien un rêve, il n'y a pas d'autre explication, poursuit-il. Sous les yeux d'Alexandre, son père sort de la voiture. Il avait indéniablement la silhouette d'un homme qui avait toujours été cloué dans un fauteuil roulant et qui ne pouvait pas se lever sans aide. Et maintenant, il n'y avait plus de fauteuil roulant en vue. L'homme se tenait debout tout seul. Mais ce n'est pas possible. Ce doit être un long rêve que je fais pendant mon sommeil, se dit le garçon. Mais dormait-il vraiment? Comment est-ce possible? C'est ce que le garçon se demandait sans cesse. Alexandre s'approcha. Il se tenait maintenant juste à côté de la voiture de luxe. Papa, dit le garçon. Fabio se retourna instantanément et regarda son fils. Il avait l'air très coupable, regardant son fils d'un air gêné. Mais soudain, Alexandre dit, il faut que je te dise quelque chose, mais, comment? Rentrons à l'intérieur, mon fils, répond l'homme calmement. D'autres personnes sortent de la voiture, un homme et une femme inconnus. Le garçon ne comprend plus rien. Qui étaient ces gens? Pourquoi son père était-il debout? Où était le fauteuil roulant? N'était-ce pas un rêve? Et qu'en est-il de la voiture de luxe qui semblait si élégante? Alexandre resta là, figé. Viens, viens, mon garçon, nous avons beaucoup de choses à te dire, dit Fabio. Comme hypnotisé, le garçon est monté à bord. Fabio et le couple inconnu s'installent à la table de la cuisine, suivi d'Alexandre. Alexandre, je te présente ton oncle Carlos et sa femme Alice. Mon oncle? C'est donc un parent, un vrai parent, s'étonne-t-il. Oui, acquiesce Fabio. Mais pourquoi n'est-il jamais venu nous rendre visite auparavant? D'où vient-il? Je n'ai jamais entendu parler de vous, dit avec regret le garçon, qui s'est avéré être son véritable oncle. Mon cher, le destin nous a joué un tour cruel, répondit Carlos. Est-ce possible? Malheureusement, oui. Mais comment faites-vous pour vous déplacer? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Grâce à mon frère et à ton oncle, je peux marcher à nouveau.
Marcher de façon autonome, bien sûr, pas aussi régulièrement que je le voudrais, mais c'est tout pour l'instant. C'est un magicien? Non, mais j'ai réussi à faire quelque chose pour mon frère, dit Carlos. Et je t'en suis très reconnaissant, Carlos, dit Fabio en souriant. Les adultes étaient tout à fait calmes, mais le garçon, lui, était très agité. Il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Mais, pour être honnête, nous sommes un peu à blâmer. Notre faute, c'est que vous ne saviez rien. Nous le regrettons, mais c'était nécessaire. Nécessaire? J'ai tout découvert par hasard, s'écrie le garçon en se levant de table. Et si je n'étais pas rentré à ce moment-là, je ne l'aurais jamais su. Alexandre, attends, c'est à cause d'une surprise, dit Fabio. Une surprise, demande le garçon, confus. Une surprise, bien sûr, dit Fabio en souriant. Qui va bientôt avoir 10 ans et un anniversaire? Moi, dit Alexandre en souriant. Il s'est calmé et s'est assis sur sa chaise. Ton père voulait te faire une petite surprise pour ton anniversaire en mars. En te réveillant le matin, tu verrais quelque chose, tu verrais ton père à nouveau sur pied, dit Carlos. Fiston, ce n'était pas aussi grave que nous le pensions, a déclaré Fabio. Je n'ai pas été blessé au dos, poursuit-il. Mais comment est-ce possible? Notre médecin a dit qu'il y avait bel et bien une blessure. Papa s'est cassé la colonne vertébrale dans ce terrible accident, s'exclame Alexandre. Ce médecin était quelqu'un de très méchant, dit Carlos. Très mauvais. Ce chirurgien voulait simplement gagner de l'argent de façon malhonnête. Il se trouve que ton père n'a eu qu'une contusion dans cet accident. Oui, c'était très grave, mais ce n'était pas une fracture. Et puis un autre problème tout aussi important est apparu, Fabio a développé une neuropathie. Une neuropathie? Oui, je sais, c'est une lésion nerveuse, dit Alexandre. Carlos est surpris. La neuropathie a été déclenchée par d'autres facteurs, le stress, la tristesse constante, mes soucis personnels, explique Fabio en soupirant. Et aussi la privation de nutriments pour les nerfs, ajoute Carlos. Fabio acquiesce tristement. Ce médecin est un vrai salaud, dit Carlos en allumant une cigarette. Carlos, il y a un enfant ici, dit sa femme. Je suis désolé, mais c'est vrai. Il voulait donner à mon frère le traitement dont il avait vraiment besoin, mais seulement dans la période post-opératoire. C'est un vrai barbare. J'espère qu'il aura ce qu'il mérite à l'avenir, car un tel comportement est impossible, tout simplement inacceptable. Je veux croire qu'il ne sera plus jamais autorisé à s'approcher des patients et qu'il sera expulsé de l'hôpital pour toujours. Carlos poursuit, comment ces gens peuvent-ils exister? Il n'aura que ce qu'il mérite, a déclaré Fabio. Un père célibataire, c'était la meilleure option pour lui. Ces crapules ne profitent que des faibles. C'est bon, ça suffit, dit sa femme. D'accord, mon chéri. Alexandre sourit de la scène. J'espère qu'il va vraiment arrêter de travailler. C'est quelqu'un d'horrible, dit le garçon. Bien sûr, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Au début, son père a refusé notre aide, mais nous l'avons convaincu. Bien sûr, Fabio a refusé tout soutien parce qu'il est très têtu. En fait, nous nous ressemblons beaucoup sur ce point, explique Carlos. Que s'est-il passé ensuite? Fabio a accepté le traitement. Je l'ai accompagné avec diligence à toutes les procédures. Le traitement a donné d'excellents résultats et maintenant le patient ne trébuche presque plus lorsqu'il marche, mais les médecins ont donné de mauvaises prévisions concernant la sensibilité de ses orteils. Dans l'ensemble, c'était la dernière chose à laquelle la famille pensait. L'essentiel est qu'il puisse marcher comme avant. Mais comme vous ne nous connaissiez pas, vous avez demandé. C'est une autre histoire incertaine et triste, a répondu Carlos. Je ne connaissais pas seulement mon frère et toi, mais aussi d'autres membres de ma famille, parce que je suis né d'un mariage différent. Mais c'est une toute autre histoire. Un jour, je te la raconterai. L'important, c'est que tu aies découvert notre existence, dit Alexandre. Et c'est merveilleux, vraiment. Carlos est d'accord et tient à dire que votre voiture est très belle. Merci, répond Alexandre, l'homme avec une pointe de fierté. Au début, je ne croyais pas que c'était réel. Cela ressemblait à un rêve sans fin, parfois, cela ressemble encore à un rêve. Alexandre se pince le bras. Non, mon fils, ce n'est pas un rêve. C'est un rêve devenu réalité. Le garçon continue, un grand rêve.
Ton père allait te faire une petite surprise pour ton anniversaire. Quand tu t'es réveillé le matin, tu as vu quelque chose. Tu aurais vu ton père à nouveau debout, a déclaré Carlos. J'ai donc gâché la surprise, dit le garçon. Ne t'inquiète pas, mon fils, et je suis encore une fois désolé que tout se soit passé ainsi. Papa, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce qui compte, c'est que tu puisses marcher. C'est un tel cadeau. Peu importe que ce soit mon anniversaire ou non. Alexandre sourit et serre son père dans ses bras. À ce moment-là, Fabio se lève de la table en s'agrippant maladroitement au coin de celle-ci. Mais l'essentiel était qu'il soit debout. Bien sûr, il vacillait encore un peu, mais il tenait presque debout tout seul. C'est tellement rare et agréable de vous voir debout. C'est merveilleux, dit le garçon. Fabio sourit à nouveau. Puis Alexandre a regardé son oncle et sa femme. Tu ressembles tellement à mon père, dit le garçon en regardant Carlos. C'est comme si vous aviez le même visage. La ressemblance est incroyable. Et il sourit, tu as juste l'air un peu plus âgé. C'est très triste que tu n'aies pas su pour nous. Moi aussi, je suis désolé, Alexandre. Mais l'important, c'est que j'ai su pour toi. Sinon, rien de tout cela ne serait arrivé, acquiesce le garçon. Et tu es très belle, dit-il en regardant Alice. Alice ne peut cacher sa tendresse. Elle sourit maintenant encore plus chaleureusement à toute la scène, les retrouvailles des frères, les embrassades du garçon et de son père, maintenant debout, et la joie générale. Cette journée s'annonçait comme l'une des plus heureuses de sa vie. Je n'ai fait que m'asperger de soda et j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert la meilleure chose qui me soit arrivée récemment. Alors, s'il n'y avait pas eu la tâche, tu ne serais pas rentré à la maison, commente son père en regardant son t-shirt. Non, je serais allé chez l'antiquaire, répond le garçon. Tout arrive pour une raison, mon fils. Si tu as renversé la boisson gazeuse sur ton t-shirt par accident, c'est que cela devait arriver, dit son père. Alexandre se souvient soudain de la merveilleuse femme sur le pont. Elle affirmait qu'un miracle se produisait très vite si l'on ne s'y attardait pas, les bonnes personnes en ont toujours. Cela semblait vrai. Le garçon ne pensait pas à son grand rêve lorsqu'il est allé changer de chemise, et le miracle s'est produit tout seul. Mettons la chanson préférée de maman, et ce sera comme si elle était ici avec nous. Ils sourient tous les trois à la suggestion du garçon. Au fait, papa, adoptons un chat, dit soudain le garçon. Un chat? Fabio est surpris. Oui, un chat blanc et pelucheux. Je crois qu'il nous en faut un. D'accord, Alexandre, adoptons un chat, sourit l'homme, j'y pense depuis longtemps. Au son de la musique, tout le monde reste silencieux, profitant d'un nouveau moment de vie. Les adultes étaient animés des meilleures intentions, sans penser qu'un tel secret pouvait blesser l'enfant. Ils ont pensé que partager la nouvelle de la guérison et rencontrer un nouveau membre de la famille le même jour était une bonne idée. Et maintenant, autour d'un petit soda, Alexandre est plein de confiance en l'avenir. Il avait gagné un nouveau membre important de sa famille. Avec son père, ce n'était peut-être pas prévu par les adultes, mais le garçon a quand même vécu son plus beau jour. Carlos a invité sa belle épouse à danser, tandis que le père et le fils se contentaient d'écouter la belle musique, leur musique personnelle, lorsque Clara était encore en vie. Ils avaient l'habitude de danser tous les trois, le père, la mère et le fils s'amusaient dans son salon. Ces jours-là, elle préparait quelque chose de délicieux. Même en l'absence de tous les membres de leur famille, ils se sentaient bien. Ils étaient heureux en trio et ce jour-là, le lundi, elle était avec eux. Elle était dans leur cœur et, bien sûr, elle restera à jamais dans leurs souvenirs et leurs pensées. Elle était la 5e personne invisible dans cette pièce. Maintenant, tous les 4 pouvaient continuer leur promenade personnelle dans la nature. Le père et le fils pouvaient faire des promenades matinales et jouer au football. Le fauteuil roulant n'était plus nécessaire. Combien d'endroits merveilleux ils pouvaient explorer, en voyageant avec 2 membres de leur famille. Il semble que les miracles se produisent vraiment quand on ne s'y attend pas. En bref, l'histoire d'Alexander est la preuve qu'en dépit de l'adversité, la persévérance, la gentillesse et la foi dans les miracles peuvent transformer la vie d'une personne de manière inimaginable. C'est une célébration de la résilience humaine et du pouvoir des liens affectifs qui nous soutiennent, même dans les moments les plus difficiles. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.